Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anthony. Bonjour Anthony. Salut Johan, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien et toi? Parfait, parfait, parfait. Je suis content de te recevoir sur le podcast parce que, alors déjà, dans les précédents podcasts, j'avais des intervenants un peu plus axés, on va dire, sur la préparation physique, Ouais, etc. Et toi, tu es, un peu plus axé sur la préparation mentale, l'entraînement neurocognitif. Et ouais, tu es le deuxième intervenant que j'ai sur la préparation mentale, pardon. C'était l'épisode 7, je crois, où j'avais c'était un ancien joueur de tennis qui s'est trop redirigé bien. vers l'entraînement et la prépa mentale. Donc voilà, je suis content de te recevoir parce que du coup, on va pouvoir échanger un peu plus sur ce domaine du sport. Et voilà, je vais te laisser te présenter et nous parler un peu de ton parcours et comment tu es arrivé à devenir préparateur mental. Ouais, écoute, déjà merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui dans ton podcast. Je suis honoré d'être le deuxième, un petit peu frustré parce que j'aurais aimé remporter la première place. Mais je suis content que tu donnes aussi la parole à des personnes dans la préparation mentale. C'est aujourd'hui une discipline qui est de plus en plus mis en avant. Donc ça, c'est top. Donc comme tu l'as dit, c'est mon métier. Je m'appelle Anthony, j'habite à Bordeaux. Je suis préparateur mental du sportif depuis maintenant 4 ans. Avant, je faisais un métier totalement différent, mais qui a été un peu en lien avec ma carrière d'aujourd'hui. Avant, j'étais dans le monde du tourisme, le tourisme sportif, notamment tout ce qui tourne autour des expéditions polaires. J'aime dire que c'est là que j'ai rencontré un peu l'univers du dépassement de soi, donc du mental. Et petit à petit, mais le Covid a grandement aidé à l'effondrement du tourisme, donc j'ai entamé aussi une reconversion. Je me suis intéressé à la préparation mentale et notamment à tout l'univers qui gravite autour des neurosciences et de l'entraînement cognitif. Et aujourd'hui, j'exerce ce métier à temps plein, plus spécialisé avec l'accompagnement d'athlètes et j'officie dans une salle que j'ai cofondée avec mes associés sur Bordeaux, qui est un centre de performance et de bien-être, mais aussi à l'étranger où je fais des déplacements auprès d'athlètes. Ok, très bien. Et est-ce que tu as suivi des formations en particulier pour parvenir à être préparateur mental? Oui, alors la première formation que j'ai faite, c'était YouTube, et à Ouais. l'époque, il y avait pas grand-chose. Non, Mhm. je suis tombé dans en fait, la barrière et la frontière que moi j'ai trouvée entre la préparation mentale, que je considérais être la préparation mentale et le développement personnel, elle était très mince. Et à l'époque, les premières formations, donc c'est pas dans le cadre d'un organisme de formation, mais je me suis formé sur Internet. Je pensais que c'était de la préparation mentale, mais c'était plus du développement personnel. Et donc, j'ai voulu après axer sur de la préparation mentale pour le sportif. Et à l'époque, j'étais au Canada et j'ai trouvé qu'il y avait un institut de formation qui était en France, qui permettait de suivre un cursus de préparation mentale et de psychologie du sportif en présentiel. Et moi, j'avais vraiment du mal à trouver des formations parce que c'était tout en distanciel. Bon, à l'époque, il n'y avait même pas eu le Covid, tout ça, mais ça me plaisait pas, et j'avais pas envie de faire une formation accélérée en un mois ou 2 mois, ou juste de suivre un e-learning à distance. Et donc, j'ai trouvé une école qui s'appelle Focus, l'école de la préparation mentale, qui est toujours en activité aujourd'hui, qui est à Bordeaux et qui propose des cours en présentiel sur toute une année, avec une classe et des modules bien spécifiques. Et donc, moi, je me suis formé en
2019. 2019, pendant un an dans cette école-là. Et une fois que je me suis fait certifier, après, bah, je suis tombé vraiment boulimique de formation pour acquérir un peu d'expertise dans divers sujets. OK, donc ça fait quand même, une belle formation, surtout que c'est vrai qu'en présentiel, c'est un parce que la préparation mentale, c'est un domaine qui est en train de se développer. Mm. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne trouve pas encore beaucoup de formations, bien que Ouais, ce soit encore en termes de développement. Je crois qu'il y a il y en a au moins un DU, je crois qu'il y a un DU, prépa mentale, je sais Dijon. plus dans quelle ville, mais ouais, Dijon. Et donc là, ça fait combien de temps du coup que tu es préparateur mental? Ça fait 4 ans. 4 ans. Sachant OK. que je rebondis sur ce que tu dis, aujourd'hui, le métier de préparateur mental n'est pas reconnu, hein. Donc, Mmh. Oui, oui. ça peut amener à énormément de dérives, ce qui fait que n'importe qui peut lancer une formation avec n'importe quelle expérience, et n'importe qui peut se dire préparateur mental. C'est vrai. Et donc toi, du coup, tu fais de la préparation mentale. J'ai vu aussi que tu faisais de l'entraînement neurocognitif. Est-ce Ouais. que tu pourrais un petit peu définir, ce qu'est la préparation mentale, ce qu'est l'entraînement neurocognitif et comment ça se distingue? Ou si l'entraînement neurocognitif fait partie de la préparation mentale, voilà, faire un peu Mmh. distinguo entre tout ça. Ouais, moi pour habitude de dire que tout est extrêmement lié, tout ce qui va graviter autour du bien-être et de la performance, et je parle plutôt d'optimisation humaine. C'est ça qui m'intéresse D'accord. aujourd'hui. Moi, dans le cadre de l'optimisation humaine, euh, mes spécialités, c'est la préparation mentale et l'entraînement cognitif. C'est celle où je suis certifié et diplômé. Mais à d'autres titres, il y a la préparation physique, il y a la nutrition, etc., etc. La préparation mentale, c'est accompagner un être, qui soit sportif, entrepreneur, qui soit aussi étudiant, vers l'équilibre entre la performance et le bien-être, pour aussi atteindre ses objectifs. On va atteindre ces objectifs-là et trouver cet équilibre-là via des outils, des clés, des concepts issus de développement personnel, de psychologie sportive, ou qui ont été totalement créés par la préparation mentale en elle-même. Et donc, dans l'univers de la préparation mentale, il va y avoir plein de racines, de sous-branches, comme l'hypnose peut être considérée comme un outil en préparation mentale, le travail sur les routines, le travail sur la fixation des objectifs, le MDR. On peut avoir aussi tout ce qui va tourner autour des capacités attentionnelles, tout le travail autour des émotions. Euh, il peut y avoir aussi comme spécialité l'entraînement neurocognitif, comme tu l'as abordé. La sophrologie aussi, qui, elle, par contre, c'est marrant, elle est considérée comme un vrai métier. Euh, on peut mettre beaucoup de choses dans la préparation mentale. Il y a énormément de techniques qui existent aujourd'hui. Moi, ma spécialité dans la préparation mentale, c'est l'entraînement neurocognitif. Donc, je suis focalisé sur les capacités attentionnelles. L'entraînement neurocognitif, on peut imaginer que euh, déjà, ça devrait être un métier qui ne devrait pas exister, l'entraînement neurocognitif. On ne devrait pas avoir à travailler ses capacités cognitives, parce que normalement, le monde extérieur qui nous entoure a assez de tâches, a assez d'informations, a assez de défis pour nous stimuler cognitivement. Pourquoi ça existe aujourd'hui? Parce que notre attention est complètement déréglée à cause de la société dans laquelle on vit, les réseaux sociaux, notre mode de consommation de l'information, etc. Et ça affecte du coup les sportifs avec lesquels je travaille, qui, de une, doivent, dans une certaine mesure, d'aller chercher le petit pourcentage pour euh, le plus haut niveau, doivent être plus réactifs, doivent avoir une meilleure prise d'information, doivent mieux gérer leur qualité attentionnelle, etc. Mais surtout à cause du quotidien dans lequel ils vivent. Donc l'entraînement neurocognitif aujourd'hui
comment ça se matérialise, je pense que les auditeurs imageront mieux. Euh, L'image qu'ont les gens de l'entraînement cognitif aujourd'hui, ça va être des athlètes qui travaillent avec des lumières de réactivité. Quand je parle d'entraînement cognitif, c'est l'image que les gens en ont. D'athlètes travaillant avec des gadgets, travaillant avec de la technologie. Mis en lumière d'abord par les pilotes. Beaucoup d'images et d'images même communes viennent de ces milieux-là. Mais l'entraînement cognitif, c'est l'amélioration des capacités cognitives et notamment, plus vaste, l'amélioration des capacités attentionnelles. Et je mets le mot amélioration, mais de mon expérience, on est plutôt sur de la rééducation. Et ouais, je rebondis sur ce que tu as dit quand tu disais que c'était quelque chose qu'on devrait ne pas avoir à travailler Mm. à cause de la société dans laquelle on vit. Je trouve Ouais. que c'est très, très intéressant de le voir comme ça parce que c'est vrai que je trouve que maintenant on voit les enfants ou les adolescents de plus en plus tôt qui peuvent avoir des soucis d'intention, de concentration, tout ça à cause des réseaux sociaux notamment, Mm. comme tu l'as mentionné. Et donc voilà, je voulais juste rebondir là-dessus. Du coup, tu disais que l'entraînement neurocognitif s'apparentait pour la plupart des gens aux lumières de réactivité. Mm. Est-ce que tu pourrais, pour faire simple, dire sur qu'est-ce qu'on améliore avec l'entraînement neurocognitif? Est-ce que c'est la concentration, l'intention, ou est-ce qu'il y a Mm. d'autres habiletés mentales Ouais. qu'on améliore? Je l'ai imagé en parlant des lumières de réactivité pour que ça parle au grand public parce que Ouais. cette pratique-là, elle est plus vue sur les réseaux sociaux. Donc, euh, des entraîneurs qui ne sont pas forcément spécialisés en entraînement neurocognitif vont utiliser ce type d'outil-là. C'est l'image qu'on en a, c'est la représentation qu'on en a aujourd'hui. Mais l'entraînement cognitif, on peut même mettre ça dans la boîte de l'entraînement cérébral. Ça fait des milliers d'années que ça existe. Même avant l'avènement de la technologie. Avant, on utilisait tout simplement des tests psychotechniques avec un papier, un stylo, des tests écrits. Et puis, c'est pas nouveau qu'on souhaite entraîner le cerveau. Et même avant de souhaiter l'entraîner, on a essayé de l'évaluer. Par contre, pour le grand public, ça s'est d'abord matérialisé sous forme de technologie. D'abord pour le grand public avec l'avènement des entraînements cérébraux comme très connus sur la Nintendo DS. Après, on a eu certains jeux sur PC. Et maintenant, c'est sur nos smartphones. On peut très facilement faire des applications d'entraînement cérébral sur smartphone. Et puis après, c'est arrivé au grand public pour mixer ça à de l'entraînement sportif avec des lumières de réactivité. Il y a énormément de flou autour de ça, ça part dans tous les sens. Il y a quand même une chose qui revient, c'est qu'il n'y a pas de méthodologie. C'est qu'on a beaucoup d'outils sans méthode. Et aujourd'hui, moi, je suis parti chercher une méthode et quand j'ai compris cette méthode-là, je me suis rendu compte que de un, ce que je faisais depuis le début, c'était du cirque et que de deux, tout le monde nous ment. Les entraîneurs, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, et ensemble, entraîneurs réseaux sociaux, et les marques qui te vendent tous ces attirails-là. Aujourd'hui, moi, la méthodologie que j'utilise, on va travailler 4 grandes thématiques, qui est tout ce qui tourne autour de la prise de décision. Donc la prise de décision, elle va être effective par rapport à un stimulus, stimuli, qui va être soit auditif, visuel, kinesthésique. Une fois que ce stimuli-là est déclenché, combien de temps je mets avant d'émettre une réponse motrice? Moi, pour le coup, les réponses motrices dans mon travail, je les effectue avec une tablette tactile. C'est mon support de travail. Parce que l'application que j'utilise, elle est sur cette tablette-là. Mais d'autres l'utilisent sur des plots de réactivité ou d'autres l'utilisent à attraper une balle. Ça marche aussi. Quand on voit du travail fait avec des balles de tennis, des balles de jonglage, on travaille de la prise d'information. Moi, je l'effectue sur
une tablette parce que je dois avoir de la donnée, de la data derrière. Quand on travaille sur cette prise d'information, forcément, on travaille sur les récepteurs sensoriels. J'ai parlé que la prise d'information elle peut s'effectuer soit au niveau auditif, visuel, etc. Mais il faut être sûr que les yeux prennent bien l'information aussi. Donc là, tu rentres dans une autre sphère, c'est la capacité des yeux à prendre des informations sur son environnement. Donc, c'est tout l'univers de l'oculomotricité, l'univers qui va être travaillé par les orthoptistes. Ensuite, il y a toute la sphère auditive, il y a toute la sphère aussi proprioceptive de la conscience corporelle. Et ça englobe le côté decision making, prise de décision. Après, il y a la deuxième thématique qui est la plus connue du grand public, c'est la deuxième plus connue du grand public, c'est la mémorisation. Il y a plusieurs branches de la mémorisation, court terme, long terme, etc. Mémorisation phonologique, donc des sons. Ça aussi, c'est très important de la travailler avec les sportifs. Je vais avoir un tic de langage qui va être aujourd'hui de dire c'est bien de travailler avec les sportifs ou avec les athlètes. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est ma cible, mais c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Tout le monde devrait faire ce travail-là pour rééduquer son attention. La troisième branche, c'est l'inhibition, la capacité à faire face aux distractions. Et c'est celle-là. Celle-là, on a énormément de mal aujourd'hui. On est soumis à rude épreuve dans notre quotidien à être capable d'inhiber des stimuli externes et même internes. Parce que des pensées parasites, par exemple, des pensées négatives ou des pensées qui nous amènent à procrastination, on doit être capable de les inhiber. Et ça, on est des cacahuètes aujourd'hui. On est très mauvais sur l'inhibition. On doit prendre du recul par rapport à ça parce qu'on n'a jamais été autant soumis à un monde avec autant de distractions et de choses qui viennent nous happer, nous sortir de notre concentration. Et la troisième phase, c'est le côté vraiment attentionnel. Donc être capable de se concentrer sur une tâche à plus moyen, long terme. Quand je dis long terme, c'est une tâche prolongée. Aujourd'hui, on est bon, nous, sur des tâches qui vont durer 10, 20, 30 secondes, contenu short. Ça, les algorithmes des réseaux sociaux l'ont bien compris. Par contre, quand on va falloir être capable de se focus sur une tâche à long terme, c'est là où ça va être plus compliqué. Pourtant, on doit le faire, on a déjà été capable de le faire. Notamment pour tout ce qui est la préparation à l'action. Cette phase entre je me concentre, je dois être capable d'être ultra focus pour me préparer à l'action. Et c'est là où souvent notre attention va vaciller. Donc, attention, prise de décision, mémorisation et inhibition. C'est 4 grandes thématiques que je travaille. Après, il y a plein de sous-catégories. Si aujourd'hui, on va voir quelles sont les capacités cognitives, il y en a plein. Tout ce qu'on fait au quotidien est considéré comme des tâches cognitives. Mais pour faire un entonnoir et pour faire de grandes familles, c'est ces 4 grandes thématiques-là. Tu as parlé de stimuli, qu'on est confronté à beaucoup de stimulus qui peuvent affecter notre attention, notre concentration, tout ça. Donc, tu as évoqué les réseaux sociaux, les algorithmes avec tous les contenus short. Est-ce que tu as d'autres exemples de stimulus, pardon, entre guillemets, néfastes qui affectent de manière négative notre concentration, notre attention, etc. D'un dérivé des réseaux sociaux, ça va être les écrans dans la généralité. La lumière bleue qui produisent, qui nous dérègle aussi au niveau de notre rythme circadien. On va voir en faisant le pont avec la lumière, même la lumière synthétique de nos maisons. Le fait aussi d'être enfermé dans des boîtes. Une voiture, c'est une boîte. Une maison, c'est une boîte. Quand tu vas au travail, à l'école, tu es dans une boîte. Tout ça, en fait, nous déracine de notre côté archaïque et de notre côté primaire. Et tout ça, en fait, nous éloigne de notre plein potentiel.
on sera toujours meilleur que si on retrouve nos racines archaïques. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas être aussi radical et on ne peut pas aller s'enfermer dans la savane à repouvoir chasser, dormir à la belle étoile et pouvoir se réveiller avec la lumière du jour, etc., lumière du soleil. Donc forcément, il faut faire des concessions. Forcément, il faut essayer d'adapter son quotidien avec qui on devrait être. Il ne faut pas être radical. C'est vrai que la technologie, on va la fusiller là. On va en faire la liste des côtés néfastes. Mais il y a aussi des côtés incroyables. Et je préfère être dans la vision de OK, de toute façon, je fais le constat. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, elle sera toujours là, la technologie. Donc c'est soit moi qui m'écarte, soit j'apprends à vivre avec elle. Et je préfère apprendre à vivre avec cette technologie-là, mais avoir un bon code de conduite. Finalement, on a un code de la route, mais on n'a pas un code de bonne utilisation de la technologie. Et peut-être que ça serait intéressant d'en faire un, plutôt que de m'enfermer chez moi à faire ce côté vraiment très extrémiste et dire c'est bon, fini la technologie, je n'utilise plus mon téléphone, etc. Comme certaines personnes commencent à se mettre là-dedans. Vaut mieux apprendre dès maintenant à bien l'utiliser pour vivre avec elle, pour qu'elle affecte moins notre système nerveux, que être trop radical, parce que c'est sûr, la technologie, elle finira tôt ou tard par nous rattraper, même si tu essayes de t'en cacher. Ouais, et c'est très intéressant parce que avec les réseaux sociaux, j'ai eu un peu ce même raisonnement que toi où je voulais m'écarter, moi, à un moment, beaucoup des réseaux Mmh, sociaux parce que je trouvais qu'il y avait trop d'effets négatifs. Et finalement, c'est vrai que j'essaye plutôt de, comme tu as dit, d'apprendre à s'en servir, mais euh, sans que les réseaux sociaux aient une emprise sur nous mmh, et par diverses stratégies, tout ça. mmh, Et c'est vrai que finalement, il y a aussi des côtés positifs. Un truc tout bête, par exemple, le fait que là, on soit en podcast tous les deux, si je m'étais coupé à 100% des réseaux sociaux, j'aurais pas pu, par exemple, organiser ce podcast, tu vois. Donc c'est vrai il y a des avantages à prendre en compte. Et toujours avec les réseaux sociaux, euh, on est confronté à beaucoup de contenus short, comme tu l'as dit tout à l'heure. ouais. Quel type d'entraînement du coup neurocognitif on pourrait mettre en place pour augmenter notre capacité d'intention, de concentration, notamment par exemple si on est confronté à des sportifs, des jeunes sportifs qui sont matrixés, on va dire, Mmh. par les réseaux. Bah, c'est l'inverse. Travail d'endurance, c'est-à-dire travail d'attention, prolongée, et il n'y a pas forcément besoin de technologie, pour ça, d'applications que même moi je vais utiliser pour, traquer, le moindre mouvement sur l'application, quantifier son temps de réaction, et cetera. Il n'y a pas besoin de ça. Déjà, on a un super outil qu'on a tous chez nous, qu'on a déjà fait, des milliers de fois dans notre vie et qu'on a tendance un peu à oublier, mettre de côté, c'est la lecture. Et quand on réapprend à se mettre devant un bouquin, on se rend compte que, il y a du boulot. Il y a du boulot, pourquoi? Parce que, le cerveau, entre, un contenu qui va défiler toutes les 30 secondes et qui va être fait, il faut s'imaginer que derrière l'application, il y a 60 ingénieurs, les meilleurs du monde, qui travaillent pour TikTok, qui travaillent pour Instagram, qui se réunissent et qui se disent: «Comment on va faire pour que ce mec-là, cette fille-là, reste le plus longtemps sur notre appli?» On ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter. Si tu tombes dedans, c'est sûr qu'ils vont gagner. Donc ça, ils l'ont compris. L'algorithme va être fait pour te montrer que des choses qui t'intéressent. Si je vais dans ton téléphone et je regarde ton algorithme, peut-être que je vais tomber que sur des trucs que tu kiffes, liés au sport, etc. Mon algorithme à moi est peut-être différent. Et du coup, le cerveau, dès qu'il plonge dans ça, c'est 100% de réussite. Il ne se trompe pas. C'est à chaque fois, il tombe sur des trucs qui l'intéressent. Donc après, quand tu vas devoir te taper un livre avec un fond blanc et des lignes où il faut forcer pour arriver à bien lire et pas sauter des lignes, le cerveau il est devenu feignant. Il se dit: «Non, non, mais qu'est-ce que tu me demandes là? C'est vraiment moins cool. Ça, je veux pas». Mais de passer cette phase-là et de s'accrocher, c'est comme quand tu commences à courir pour la première fois et qu'au bout de 2 kilomètres, tu n'en peux plus. Tu es congestionné au niveau des mollets, des cuisses, tu as mal aux pieds, mais que tu maintiens, que tu vas chercher ce troisième kilomètre. Mais là, c'est petit à petit. C'est là où on retrouve un côté très surcharge progressive.
ça marche pareil. Par contre, ben, là aussi, si tu vas chercher quelque chose qui est trop difficile au-dessus de ton seuil, ben, c'est pas bon. Parce que le cerveau fonctionne quand même, enfin, le cerveau de l'humain fonctionne quand même avec un aspect récompense. Si j'ai tendance à dire qu'il faut environ dans chaque tâche que tu vas faire qui peut être nouvelle, où il y a un intérêt d'apprentissage, au début, avoir entre 60 et 80% de réussite. Donc si dès le départ, par exemple, on prend l'exemple d'un livre, tu te mets quelque chose de trop compliqué, un trop gros pavé au niveau de la lecture, trop difficile à lire, mais tu vas te mettre des bâtons dans les roues parce que c'est au-delà de ton PR, entre guillemets. Et donc, ben, va sur quelque chose de peut-être plus facile parce que tu avais totalement laissé de côté la lecture. Prends une BD, prends un manga, prends quelque chose avec des images, c'est pas grave. Mais vas-y petit à petit. Et déjà, tu vas voir que te mettre devant quelque chose qui ne produit pas de son, où il n'y a pas d'image qui bouge, mais dans ta tête, tu vas peut-être avoir des pensées parasites qui vont aller sur des pensées du quotidien, tu vas avoir du mal à te concentrer. Et c'est là où tu peux aussi observer tous les dégâts qui ont été faits par rapport à tes capacités d'attention. Mais la lecture, c'est génial. C'est, pour moi, le plus facile à mettre en place dans le côté, entre guillemets, là, c'est sans matériel. Tu vois, c'est comme si je disais, bah, allez, ça, c'est poids de corps. Il y a des technologies de ouf, mais moi, là, je vais parler des technologies poids de corps sans matériel. Donc, ça, niveau 1, tu as la lecture. Le niveau supérieur, là où c'est plus difficile à faire sans matériel, ça va être tout ce qui est méditation et l'ennui. Et ça, c'est aussi de superbes outils. Ouais, bah, j'allais justement te poser la question sur la méditation, là, j'attendais pour la poser sur, bah, oui, justement, bah, finalement, tu y as répondu, c'était pour savoir ce que tu en pensais, si c'était aussi quelque chose d'intéressant pour, Mmh. maintenir notre attention, notre focus sur, finalement, même pas sur quelque chose d'externe, mais vraiment sur nous-mêmes, sur quelque chose de plus, interne, si je puis dire. La Donc méditation, c'est incroyable. Là aussi, le problème, c'est que, le marketing, voilà, il y a la technologie aussi, puisque maintenant tu as des outils pour, quantifier tes moi, c'est catastrophique, mais, c'est du bullshit, mais et les applications, tout ça, sur la méditation, nous dépassent. C'est-à-dire qu'avant qu'on sache bien mettre en place des programmations d'entraînement en méditation, d'utilisation, les technologies et les applications sont déjà avancées. En fait, elles nous entourent déjà. Donc toi, tu plonges dedans, mais tu n'as pas là non plus ton code de bonne conduite. La méditation, ça peut être très complexe, mais ça a des vertus incroyables. Vraiment, c'est incroyable. Déjà, il y a beaucoup de gens qui sont réticents rien qu'au mot méditation. Ça les fait peur. Pour eux, c'est trop spirituel, c'est trop perché. Ils s'imaginent en toge orange, avec des sandales, dans l'Himalaya. C'est clair qu'il y a un côté très spirituel à la méditation. Ça vient de là, ça vient aussi d'un acte religieux, mais il y a plein de méthodes de méditation. Aujourd'hui, celle qui est connue du grand public, ça va être la méditation mindfulness. Quand on parle de méditation aujourd'hui, c'est plutôt la méditation mindfulness qui est mis sur sur le devant de la scène, qui est dite méditation de l'instant présent. Cette méditation de l'instant présent, elle a deux manières d'être effectuée, soit guidée ou soit libre. La plupart des erreurs que font les gens, c'est qu'ils se lancent dans ces méditations-là de manière libre, sans rien. Donc déjà qu'on n'arrive pas à se focus sur même une vidéo qui dure plus de 5 minutes sur YouTube ou quoi, ou même sur une conversation qui est un peu longue, alors s'asseoir, mettre ses fesses sur une chaise et puis se dire allez, go, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt et les gens du coup se disent ah non mais moi j'ai médité, ça marche pas, c'est trop difficile, etc. Bah, c'est normal. Tu viens de te foutre une barre de 200 kilos sur le dos là et c'est normal que tu n'arrives pas à ce côté. C'est exactement la même chose. Heu, il faut y aller progressivement, très progressivement, pour toujours avoir cet équilibre entre je fais quelque chose et je suis récompensé parce qu'au début, j'y vais tout doucement. Donc oui, 1 minute de méditation au début, pas libre, mais guidée et c'est là où les applications sont top parce que
Les applications vont te mettre un repère, vont te parler, vont te donner des bonnes indications sur comment avoir un bon tempo de respiration. Et toi, tu vas prendre du plaisir, tu vas aussi ressentir du bien-être parce que au lieu de partir dans tes pensées, ben, tu vas écouter la voix de la personne, ça va te guider et tu seras récompensé. Donc, la prochaine fois, tu feras 2 minutes et ainsi de suite. Et là où aussi où les gens perdent un peu leur, leur côté, méditatif, heu, ça va être qu'ils vont en faire pendant 6 mois, ils abandonnent parce qu'ils ont fait tous les programmes de méditation sur les applications. Ils ont l'impression que c'est répétitif et cetera. Toute méditation est différente, mais une fois que tu es capable de méditer 10 minutes, on va dire que c'est une bonne moyenne, méditer pendant 10 minutes. Et beh, là, va falloir faire ta surcharge progressive en ajoutant du poids. Donc on imagine que c'est bon, tu fais tes tractions. Tu en fais 10 tractions poids de corps. Mais maintenant, il va falloir te lester. Mais c'est pareil pour la méditation. OK, ben maintenant médite avec un bruit de fond, une musique en fond, plus difficile. Tu y arrives? OK, va méditer dans les transports en commun. Ah, beaucoup plus difficile. Et là, il y a du travail. Et là, c'est pertinent par rapport à la société dans laquelle on vit. Et ainsi de suite. Ça ne s'arrête pas au fait de juste, ouais, OK, tu es capable de méditer chez toi avec des encens dans ton cocon, mais sors de chez toi et mets de la difficulté. C'est comme ça que tu entraînes ton cerveau. Et ensuite, les erreurs, ça va être sur la temporalité. Heu, la méditation, bon, il y a pas de là, je vais donner mon expérience et c'est pas inscrit dans la roche, ce que je vais dire. Il y en a qui vont faire le matin très tôt, ou très tard le soir pour s'endormir. La méditation, c'est un exercice attentionnel. Moi, ce que je veux, c'est que tu y trouves de la relaxation, mais pas que tu t'endormes, pas que tu te reposes. La méditation, c'est être capable de se focaliser sur l'instant présent en faisant abstraction de ses pensées, donc des pensées qui peuvent venir parasiter notre moment d'attention. Et on va être focalisé sur l'instant présent, soit sur sa respiration, soit sur l'univers qui nous entoure. La nature, la sensation de mon dos sur une chaise, les odeurs de chez moi, etc. Via différents tempos de respiration. Si je le fais trop tôt le matin, ça va être très difficile par rapport à ce côté réveil. Aussi à l'approche des repas et après les repas parce que je vais avoir la digestion ou le stimuli de faim. Et trop tard le soir, c'est pas bon non plus. Moi, je veux vraiment que ça soit un exercice de concentration. Et si on a un moment à privilégier, c'est intéressant de faire ces moments de méditation à la fin de sa journée, quand vraiment on a le disque dur là, son cerveau qui est saturé, saturé, saturé. Et c'est là où elle fonctionne très bien, cette méditation, c'est quand tu arrives à saturation en fin de journée vers 17-18 heures ou même en pleine journée quand tu as un petit moment off, beh, tu vas pouvoir, voilà, mettre tous tes parasites là à la corbeille et faire comme un drainage de tes pensées, de ton cerveau. Et c'est là où c'est très, très intéressant. Donc, c'était mon monologue sur, sur la méditation. Ouais, mais très pertinent, surtout le principe de comparaison pardon, que tu as fait avec la surcharge progressive. Je pense que ça va parler Mmh. à pas mal de personnes. Est-ce que tu aurais une application du coup à conseiller pour les personnes qui veulent. Moi, j'en ai une en tête, j'ai Petit Bambou que je Mmh. connais. Est-ce que tu en Bon, aurais ouais, une Petit autre ou Bambou, celle-ci est très bien? c'est la plus connue. C'est français, il y a beaucoup de programmes, c'est ça qui est cool. Il y a beaucoup, beaucoup de programmes. Il y a un programme pour les sportifs, il y a je crois qu'il y a il y a il y a il y a même un programme pour les femmes enceintes et cetera. Enfin, c'est très diversifié. J'aime bien Headspace aussi. Headspace, c'est, heu, c'est pas mal parce qu'il y a une série Netflix qui est sortie sur Headspace et ça explique, comment fonctionne la méditation et à la fin de chaque épisode, tu as une méditation qui est guidée. Et ça, je trouve ça cool parce que, beh, le fait de parler de ça sur Netflix, bah, tu vas pouvoir capter du grand public et c'est vraiment C'est clair. vulgarisé, c'est hyper imagé et non, non, j'aime beaucoup. Heu
C'est l'une de mes méthodes d'ailleurs infaillibles pour les sportifs qui ont du mal avec la méditation, qui ont du mal aussi à dormir. Je les fais aller sur Netflix. Du coup, ils se sentent bien. C'est un mode qu'ils comprennent, qu'ils connaissent. Aller sur la page de navigateur Netflix, etc. Ça ne les sort pas trop de leur sentier battu. Ils maîtrisent. Et puis, ils vont se lancer dans ça. Et puis, ce n'est pas un truc trop perché, trop gourou. Et puis, à la fin, hop là, une fois que tu les accueillis, à vulgariser, ils comprennent. Petite méditation. Et puis, en fait, ils disent « Ah, mais c'est génial, c'est trop bien. Je me suis endormi en 2-2. » Donc, des fois, on utilise des stratagèmes. C'est vrai, il faut en utiliser. Ouais. Des fois, ça marche bien, donc il faut. Je voulais aborder un autre sujet qui est lié du coup à l'entraînement neurocognitif, Oui. c'est la plasticité cérébrale. Est-ce que tu pourrais expliquer en quoi consiste la plasticité cérébrale et comment l'entraînement neurocognitif exploite, utilise un peu ce concept de plasticité cérébrale pour améliorer les performances des sportifs? Il faut imaginer que le cerveau, il peut être comme une éponge. Plus de la pâte à modeler, pardon. Plus de la pâte à modeler. Que si cette pâte à modeler-là, on ne l'utilise pas et on la laisse dans un coin, elle va pouvoir devenir dure, sèche à certains endroits. Et que si on l'utilise et que même on ajoute d'autres couleurs de pâte à modeler dessus, ben, ça va coller. Et puis notre boule qui était ronde et presque sèche au départ, ben, elle va changer un petit peu de forme, elle va être plus malléable, un peu plus plastique. Et le fait d'être dans de la nouveauté, de l'apprentissage, de l'hyperapprentissage, de faire travailler ces fonctions exécutives, ces fonctions cognitives, permet de garder un peu notre pâte à modeler toujours assez malléable. Heu D'imaginer que, certaines fois quand, on entreprend, des tâches, mais entre le début et la fin de ma tâche, comme c'est la première fois, entre le point A et le point B, ça va être une route très sinueuse et cetera, une route de montagne. Parce que j'ai du mal, parce que je connais pas et cetera et cetera. Plus je vais, heu, prendre du temps, mettre de l'intention sur cette tâche-là, plus cette route qui était sinueuse va devenir droite et va devenir une belle autoroute bien rapide et la distance va entre guillemets se réduire et ça va créer une belle connexion et aujourd'hui, c'est difficile. Il y a 2 choses. C'est qu'on revient aussi sur notre sujet, on est surstimulé. Mais il y a aussi l'effet inverse, il y a des personnes qui sont extrêmement blasées parce qu'ils ont le goût de rien. Ils ont tout vu, ils ont la sensation d'avoir tout vu, ils ont pas envie, ils procrastinent et finalement, comme, l'être humain de base est fait pour être feignant et pour, uniquement réagir et faire, se nourrir et survivre, mais leur instinct primaire entre guillemets prend le relais et puis c'est plus facile de rester dans le canapé et de passer, une vie à à pas essayer de faire des choses et être moins stimulé et c'est le paradoxe de la surstimulation en fait. C'est qu'on a tellement de choix, on a tellement d'opportunités, on a tellement de choses qui viennent nous catcher notre attention que chez certaines personnes, pouf, ça fait l'effet inverse et on ne fait, on ne fait plus rien. Et donc c'est important, au plus jeune âge, de tester des choses, de d'explorer son répertoire gestuel, d'apprendre des langues, d'apprendre des nouveaux instruments, d'aller vers des activités qui sont hyper variées pour entretenir cette route-là de l'apprentissage. Après, voilà, il y a des personnes où ça devient des pathologies, c'est des maladies, où on a des maladies mentales, où là, il y a des dégénérescences
Et donc, on n'est plus trop dans ce concept-là. OK. Et du coup, les neurosciences, pourraient permettre comment dire? D'optimiser du coup, l'utilisation, de cette capacité du cerveau du coup pour les sportifs, Mmh. pour performer du coup. Ouais, C'est un des moyens du coup qu'on pourrait utiliser. ouais, totalement. En fait, il y a ce côté il y a ce côté paradoxe où on est capable de se louper une vie. J'aime pas ce concept de louper sa vie, mais de passer à côté de plein de choses et de plein d'apprentissages parce que, on peut facilement être, happé par, le train-train quotidien et rester assis dans le canapé. Mais l'autre côté, c'est qu'on est des ordinateurs, nous, ultra sophistiqués. Et c'est que quand tu nous mets devant une tâche, on peut vite être très bon, très fort, très rapidement. Et donc s'adapter très rapidement à une tâche. C'est pour ça que quand on voit des exercices, par exemple, de réactivité sur, des plots de réactivité, on va très rapidement s'adapter et très rapidement, ça aura plus d'effet d'apprentissage, dans dans notre tête, notre cerveau. Donc ce qu'il faut, c'est de la variabilité. Et c'est ça qui est intéressant dans certains outils d'entraînement cognitif, c'est qu'on peut amener une variabilité au niveau des tâches, une variabilité au niveau de la difficulté, une variabilité au niveau de la durée, proposer une variabilité aussi sensorielle. Et c'est là où, dans l'apprentissage, c'est ultra intéressant parce que, notamment, moi, l'application que j'utilise, chaque tâche est unique. Donc, c'est-à-dire que la tâche que tu viens de faire il y a 10 secondes, elle est différente que celle que tu viens de faire parce que c'est un algorithme qui permet des tâches uniques, 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 uniques. Donc, c'est impossible de s'adapter. Donc, tu es obligé de vraiment être ultra focus, de maîtriser ton attention parce qu'une seconde d'inattention, c'est fini. Tu peux pas te mémoriser le schéma en tête. Et c'est ça qui est intéressant de travailler avec les athlètes dans un but déjà de retravailler leur attention, mais ensuite d'aller vers du transfert de discipline. On ne va pas travailler cognitivement de la même manière avec un tennisman, avec, avec un rugbyman, un footballeur ou un combattant. La base, il va y avoir une base qui va être la même, parce que souvent, il y a des déficits, mais une fois arrivé à l'équilibre, on va pouvoir aller chercher des spécificités, au sport et de le faire de manière intégrée. Encore une fois, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est que de l'entraînement cognitif intégré. C'est-à-dire que tu es avec le ballon au pied, je te mets, un plot de réactivité et puis tu es là et puis tu dois shooter en même temps et puis tu te retournes et cetera. Ça, c'est si le travail de base attentionnel n'a pas été fait, d'endurance cérébrale, c'est trop difficile pour l'athlète. Il y a trop d'informations et en fait, c'est tout simplement qu'est-ce qu'on fait? Et souvent, le problème aujourd'hui, c'est que les gens entraînent mais n'évaluent pas. Et ça, c'est un gros souci. Avant d'entraîner, il faut évaluer et il y a les outils aujourd'hui pour évaluer. Mais si tu te lances dans une tâche juste à installer des plots de réactivité comme ça à ton athlète pour une première séance, ça va être juste de l'animation. Si tu n'as pas évalué, ça va être compliqué. Tu as évoqué plusieurs sujets sur lesquels, je comptais aller, notamment le transfert ensuite dans une discipline, comment on démarre avec un athlète, comment on l'évalue, comment on teste tout ça. Hem, 1re étape du coup, comment on teste un athlète? Comment on sait s'il faut, lui construire une base ou si on peut directement aller sur, du spécifique à son activité? Comment on sait tout ça? Là, ça va être, les approches peuvent être différentes en fonction des praticiens. Moi, je parle de récolte, d'indices. Quand je prends en charge un athlète, je vais, mettre mon mon manteau de détective privé et je vais partir dans une phase qui est pour moi indéterminée. C'est-à-dire qu'elle peut durer une semaine, elle peut durer un mois, elle peut durer 3 mois. Si j'ai pas tous mes indices et si j'ai pas résolu une première partie de l'enquête, ça peut durer longtemps et ça, je me mets pas beaucoup de barrières. Même
S'il y a un côté business et faut commencer à travailler, puis l'athlète attend des retours, attend de s'entraîner, ça c'est il y a pas sujet avec ça. C'est que si j'ai pas assez d'indices et que je peux pas construire ma programmation, c'est pas bon. Et donc les indices finalement, je vais les récolter, sur divers plans. Le plan, physique, donc prendre des informations auprès des préparateurs physiques. Sur le plan nutritionnel, sur le plan s'il faut, sur le plan aussi, au niveau de la posturologie, sur le plan, plus, médical et cetera, pathologique, les antécédents, les blessures, enfin, je vais récolter tout un tas d'indices que moi je vais mettre sur une table et puis je vais pouvoir procéder à mes évaluations. Donc de mon côté, je vais faire des évaluations que moi je maîtrise, je ne vais pas jouer au petit chimiste. Donc je fais une évaluation en préparation mentale, donc ça va être, une évaluation qui consiste à faire un profil psychologique pour sportifs. Donc c'est un gros questionnaire qui couvre un ensemble de thématiques et on a un peu un état situationnel de là où le sportif se trouve. Ensuite, je vais faire un test des nerfs crâniens. Donc là, c'est plus de la neurologie fonctionnelle. Donc, quand je vais faire ces tests de ces nerfs crâniens-là, je vais pouvoir aussi évaluer comment la personne prend l'information dans son environnement, tester, faire des petits testings au niveau des yeux, au niveau du système vestibulaire, et cetera. Ça amène énormément d'indices, au niveau proprioceptif aussi. Ensuite, il y a des petits tests qui peuvent être faits aussi au niveau des réflexes archaïques. Je fais ensuite un test cognitif de 2 manières. Un test cognitif assis face à un PC avec une application. Donc là, c'est, clavier, souris, c'est la même chose pour tout le monde et les tâches sont variées, tout au long de la séance. Mais dans ton expression gestuelle, tu peux pas être meilleur si tu es plus rapide ou si tu as une meilleure chaîne postérieure ou si tu sautes plus haut, et cetera. Par contre, après, j'ai fait un test cognitif plutôt moteur, où là, tu vas pouvoir bouger tes bras, tu vas pouvoir te déplacer, tu vas pouvoir bouger la tête. Et je compare ça. Et ça, je vais aussi le mettre face aux objectifs, au contexte, à la situation, au club, au calendrier, à tout ce qui englobe le sportif et son écosystème. Et une fois que je me retrouve avec tous ces indices-là, il est temps de travailler pour faire une périodisation. Moi, je vais toujours m'insérer de manière économique et écologique après tout le monde. C'est-à-dire que je ne peux pas arriver et voir le prépa physique, dire écoute, là, on va plutôt pas la faire ta séance, hein, on va faire la mienne. Et puis après, tu dis de rester avec moi, il ne va pas aller voir le diète, etc. Ça, c'est impossible. Donc, je m'intègre toujours après tout le monde. Donc, je dois anticiper les charges de travail, comprendre aussi, parce que quand on fait de l'entraînement neurocognitif, il y a une charge de travail derrière qui va être nerveuse. Donc, il faut aussi comprendre ce que l'athlète a fait la veille, le jour J, pour aussi pouvoir mettre en place une intensité. Bon, tu as compris, c'est un énorme chantier. C'est un énorme chantier. C'est pour ça que ça peut me prendre beaucoup de temps. Mais une fois que je sais où je veux aller, et c'est souvent cette phase que je cite là qui n'est pas faite en plus, et c'est la plus importante. Et aux yeux de préparateurs physiques et de coach, c'est ce que vous faites. Je fais la même chose que ce que vous faites. On propose un programme sur X semaines ou en fonction de l'objectif. Si l'athlète joue tous les week-ends, ça va être différent que si tu es avec un combattant qui a une échéance à l'année. Et après, tu entraînes, tu mesures, tu as des phases de surcharge progressive, tes surcharges ondulatoires, et puis tu réévalues. Et puis après, tu adaptes, tu mesures et t'entraînes. Et c'est aussi simple que ça. Mais c'est la première phase qui peut être compliquée parce que les gens peuvent avoir tendance à comprendre, mais c'est bon, il appuie juste sur des plots, il fait juste de la prise d'infos, ou etc. Et là, il travaille juste sa réactivité. Mais tout ça a un effet, quoi. Tout ça, c'est ultra énergivore. Et on peut enfin,
Il y a des technologies qui sont utilisées, des neurotrackers, des lunettes stroboscopiques, etc. On en voit partout, à tout va. Tout ça, ça a vraiment un effet. C'est ultra énergivore et on peut flinguer un athlète à l'utiliser n'importe comment. Et quand c'est utilisé n'importe comment, après on dit ah mais ça, le cognitif, non, c'est pas bon, je veux pas, je ferme les barrières. Et aujourd'hui, beaucoup de clubs ferment leurs portes à ça. Donc, c'est cette phase-là vraiment d'évaluation qui, moi, me passionne. Et je vais autant sur des côtés très terre à terre qu'aussi sur de l'énergétique, sur du spirituel. Et c'est là aussi où je tisse des liens avec l'écosystème du sportif, où je vais rencontrer le prépa physique, je vais rencontrer le diète, je vais rencontrer le doc. Je montre ce que je sais faire, on en discute, on voit ce qui est possible. Donc certaines fois, les portes elles sont fermées, mais c'est comme ça. C'est ça qui crée vraiment le côté accompagnement. C'est hyper intéressant que la manière dont tu l'expliques. Surtout que je compare ça un peu à. J'ai l'impression que moi, de mon point de vue, hein, en premier, pour les entraîneurs, je parle un entraîneur de foot, de tennis, tout ça, c'est l'entraînement qui est en numéro un. Après, tu as la préparation physique. Mm. Des fois, la préparation physique, c'est limite, c'est si on a le temps. Donc, et Ah ouais. après, il y a la prépa mentale, tu vois. Mm. Donc, c'est vrai, comme tu as dit, ça doit être vraiment un chantier parce qu'il faut prendre en compte les entraînements, le physique, s'il y en a, tout ça. Donc, c'est toute une méthodologie, en fait, Ouais, et puis comme j'ai tu décris. rien inventé, hein. Franchement, j'ai rien inventé. Je viens pas avec mes grands sabots à dire faut faire ci, faut faire ça. J'ai le savoir. Je, il existe peu de méthodologies en entraînement cognitif. J'en maîtrise une. J'ai la chance que cette méthodologie-là est validée, elle est toujours utilisée aujourd'hui. Elle est dans un processus aussi de validation scientifique par plusieurs universités. Mais surtout, je vais voir ce qui est fait depuis la nuit des temps, c'est comment bossent les préparateurs physiques, comment bossent les coachs, comment ils font pour planifier, comment ils arrivent à connaître une charge de travail. Et finalement, je fais comme vous, je vais avoir ma phase de connaissance de l'homme, de la femme, de qui se cache derrière l'athlète, puis des objectifs. Et après, ben, je mets des systèmes d'évaluation en place, comme vous pouvez mettre aussi, avec vos tests de mobilité, FMS, PMA, etc. C'est ça qui est intéressant aussi. Carrément. Et c'est vrai que du coup, c'est là où l'importance de la communication avec Ouais, tout un staff technique, je pense que c'est primordial. ouais, Surtout justement pour que tu puisses planifier, programmer après tout ce que tu veux mettre en place. c'est le plus Et du dur. coup, j'ai une question à ce sujet. Euh, quelles sont les fréquences et les durées des séances neurocognitives? Est-ce que c'est des durées assez bas parce que ça demande beaucoup d'énergie? Est-ce que tu aurais un exemple, par exemple, de planification que tu as déjà mis en place pour qu'on se rende compte un peu combien de temps ça prend, quelle fréquence par semaine, etc. Si je suis en rythme de croisière, c'est 3 fois semaine, minimum 25 minutes. Ok. Ça, Et c'est maximum? rythme de croisière. Et maximum, on peut monter à 35-45 minutes, mais là déjà, ça peut être rare chez certains athlètes. Il faut imaginer que c'est extrêmement énergivore, vraiment. Et ça, c'est si je suis en rythme de croisière. Mais avant d'aller le choper, ce rythme de croisière-là, ben, c'est là où tu es avec tes piolets et, et ton harnais et tu montes petit à petit. Parce que tout le monde ne part pas du même point dans leur déficit attentionnel. C'est qu'il y en a, tu les mets 2 minutes sur une tâche, ils sont cramés. Parce que la grande règle, c'est il faut avoir des tâches qui sont quand même validées. Toutes les tâches ne sont pas bonnes à prendre. Il faut qu'elles soient difficiles. Et là, les tâches que moi j'utilise, c'est des tâches qui sont issues de l'univers psychotechnique. Donc il y a des grandes tâches qui étaient avant, ben, elles étaient sur papier, puis après elles sont passées sur informatique, et c'est des tâches qui ont été utilisées pour l'armée, pour le milieu spatial, pour les pilotes, etc. Puis maintenant elles sont pour le grand public, mais c'est des tâches qui sont dans leur algorithme, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais quand même validées dans la difficulté, l'effet que ça va avoir. Donc c'est pour ça que juste une lumière qui s'allume, c'est pas assez difficile. Donc, moi, j'ai une bibliothèque de 70 tâches
qui vont soit travailler la prise de décision, l'attention, la mémorisation, l'inhibition. Certaines tâches, elles sont auditives, certaines tâches sont visuelles, certaines tâches sont kinesthésiques, nécessitent de faire un mouvement. Certaines tâches, on doit parler, émettre du son, communiquer, parce que c'est une fonction cognitive aussi. Et certaines personnes, quand elles se lancent dans ça, de suite, elles sont en échec. Elles vont être extrêmement fatiguées parce que le déficit attentionnel, ils partent de trop loin. Et je reviens sur les règles, c'est que moi j'ai mes tâches. La règle pour l'entraînement cognitif, c'est que il faut que la difficulté elle soit élevée. Il faut aussi respecter une certaine durée. La durée, c'est là où la plupart du temps elle n'est pas respectée. Tu prends n'importe quelle tâche sur une application de smartphone, les exercices, ils ne durent pas 10 minutes. Tu peux rester 10 minutes sur l'appli, mais la tâche, elle va durer 1 minute. Tu vas avoir une petite animation, une pub, et puis tu vas passer à un autre truc, etc., etc. Non, là, on parle vraiment de rester 10 minutes, 25 minutes sur une tâche. Donc, il faut s'imaginer face à sa tablette. Et c'est là où il y a le côté, je défonce un peu la technologie, la, la société dans laquelle on vit, mais par contre, j'utilise la technologie, moi, pour rééduquer et entraîner tout le problème qui est causé par cette technologie-là. C'est le paradoxe, mais c'est pour ça que c'est incroyable. La technologie est incroyable quand on arrive à en utiliser tout son plein potentiel. Et donc, il faut imaginer qu'on peut rester 25 minutes devant une tâche qui peut être très répétitive, très difficile, devant un écran, à répondre, sachant que une seconde d'inattention, tu perds. Et ça, il n'y a rien de pire pour le cerveau de voir que tu perds. Donc là, tu fais face aussi des choses un peu plus mentales. La frustration, la gestion de l'échec, mais aussi la récompense, parce que l'application te dit quand tu as réussi. Et donc, quand tu arrives à tenir 25 minutes avec une précision, donc la précision, ça va être ton total de bonnes réponses versus ton total de mauvaises réponses, le ratio qui est positif, c'est que là, déjà, tu as passé un vrai step. Et tout le monde ne démarre pas du même point, pardon, parce qu'il y en a, ils vont avoir plus de difficultés peut-être en mémorisation, d'autres en prise de décision, d'autres en inhibition. Et c'est ça qui est passionnant parce qu'en fait, tu vois, peut-être que c'est comme pour vous, tu as de super aptitudes sur tous tes patterns de flexion. Par contre, tout ce qui va être tirage, très compliqué. Là aussi, peut-être que superbes aptitudes sur la mémorisation. Par contre, tout ce qui est ignorer des distractions, c'est calamiteux. Mais la plupart des applications, et par exemple, on parle des lumières de réactivité, BlazeSpot, Fitlight, etc. Le stimuli lui-même de juste une lumière, c'est pas assez difficile. Par contre, c'est un superbe outil parce que ça te permet une lumière qui est contrôlée par un téléphone, par une télécommande en gros, qui te permet toi, coach, d'avoir un stimuli que tu peux contrôler à distance, tu peux émettre de la variation. Donc tu peux intégrer une lumière, un stimuli qui en soi n'est pas assez difficile, dans un circuit. Qui peut-être que la lumière intégrée dans un circuit, avec d'autres difficultés, rendra l'homogénéité difficile et assez pour faire une tâche cognitive complexe. Et c'est ça qui est top, parce que les outils qu'on a sont bien, mais utiliser comme les marques nous disent de les utiliser, ça marche pas. Le quotidien est assez difficile pour nous faire travailler. On n'a pas besoin d'acheter des lumières de réactivité. OK, hyper intéressant. Et donc là, du coup, tu as parlé un peu des outils, de tout le travail qu'on peut faire, du coup, avec, les technologies, notamment. Tu as parlé de tablettes, les Ouais. lumières, tout ça. Comment, comment tu t'y prends, ou quelles sont les méthodes pour passer de ce travail, cette première étape à un transfert, du coup, vers l'activité? Comment ça se transfère, pour un sportif, je sais pas, un tennisman, un judoka,
qui tu veux pour que lui, dans son activité, ça le sert. Est-ce que tu peux passer, par exemple, sur un terrain pour faire un travail neurocognitif sur le terrain avec une raquette et une balle pour un tennisman, un ballon pour un handballeur? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu cette fenêtre? C'est ça, c'est là où les frontières elles sont minces. Déjà, moi, je vais jamais aller sur le champ d'expertise du praticien, du technicien, donc du coach qui va maîtriser l'art dans laquelle on souhaite entraîner l'athlète. Donc, dès qu'il y a une notion d'aller sur le terrain, je la fais jamais tout seul. Jamais, 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 jamais tout seul. Toujours accompagné, soit du PP ou du coach, qui lui va me transmettre avec son langage qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il aimerait améliorer. Ensuite, on a des choses qui sont mesurables et qui ne vont pas bouger, c'est la durée d'un match. Donc ça, déjà, ça nous donne des mesures. On peut travailler par rapport à ces durées-là. Je vais être, on va dire que 80% du temps, l'entraînement neurocognitif que je donne à faire aux athlètes, il est plutôt fait en conditioning. Donc, sur une tâche cardio, sur un ergomètre, donc souvent c'est sur un vélo parce qu'il faut pouvoir avoir accès à ses mains. Tu vas pas faire ça, tu vas pas tenir la tablette en faisant en même temps du ski erg, ou alors en intervalle, c'est-à-dire un travail physique pour créer de la fatigue et un travail cognitif pour voir si, en fonction de ta fatigue, au fur et à mesure que la séance se passe, et plus tu es fatigué, qu'est-ce que tu es aussi attentif, est-ce que tu es aussi réactif, etc. Ça, on le mesure. Et 20% du temps, je m'aventure sur le terrain, mais c'est dans des conditions très, 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 très spécifiques. Et avant, je les ai fait, ces erreurs, hein. Avant, j'y connaissais rien. J'avais très peu de notions en entraînement neurocognitif. Et puis, j'allais avec les sportifs, les basketteurs, tout ça. Allez, tiens, tu vas faire un déplacement là, tu vas appuyer sur cette lumière-là, puis après, tu vas faire un shoot, et puis après, tu vas faire un 3 points. Ça, je l'ai fait. C'est de l'animation. C'était de l'animation, ça n'avait aucun intérêt. Et du coup, pour répondre plus à ta question, c'est que moi, ce que je recherche dans mes entraînements, ça va être de me rapprocher de la durée effective de son match, de pouvoir mesurer, est-ce qu'avant le match, quel est son niveau de fatigue, parce qu'on a des tests qui nous permettent de mesurer la fatigue mentale avant et la fatigue mentale après. Une fois que j'ai ces durées-là, de créer de la fatigue. Donc, on va souvent créer de la fatigue sur un ergomètre. Et puis, de faire de l'intermittent, passage sur l'ergomètre, passage sur l'exercice cognitif, ainsi de suite. Et donc, j'ai 2 outils que j'utilise pour travailler, pour avoir accès à une bibliothèque de tâches cognitives. C'est la tablette. Quand je parle de tablette, c'est une application qui est disponible sur téléphone ou tablette. Et après, un grand écran tactile qui, là, lui aussi, me permet de pouvoir avoir une liberté de mouvement un peu plus grande que sur une petite tablette, et de travailler aussi un peu plus en vision périphérique. Donc, il faut imaginer comme un énorme panneau solaire où quand tu es devant, mais tu ne vois pas l'extrémité de ce panneau-là parce que ça va plus loin que ton champ de vision périphérique. Par contre, je peux aller sur terrain avec ces outils-là, mais je ne vais pas te demander de faire un service et puis de passer sur la tâche cognitive et puis de faire un revers et puis d'aller toucher si ça. C'est plutôt des blocs. On peut avoir un bloc de travail technique et puis sur le bloc de repos, en fait, pendant le repos, on fait le cognitif. Et puis après, tu repars sur ton travail de service, de revers, etc. Puis après, tu passes sur le bloc cognitif. Mais en fait, si la tâche technique, elle est déjà trop difficile,
ça va biaiser en fait tout le côté cognitif parce qu'on est sur de la double tâche, sauf que c'est très difficile déjà la double tâche. Et s'il y a une des tâches qui est vraiment supérieure à l'autre, c'est pas bon, c'est pas efficient. OK. Est-ce que tu aurais un exemple concret de quelque chose que tu déjà fait sur le terrain, en entraînement cognitif, du coup, peut-être, lié à un entraînement, classique, pour qu'on comprenne vraiment comment fonctionne finalement un entraîneur, neurocognitif? OK. Sur du terrain, tu vois? Alors quel sport? Heu, on peut prendre, foot, on va prendre basket. Basket. Heu, alors Allez. l'idée c'est que le sportif, il arrive à un moment X de ta journée. Déjà, en fonction de où on se trouve dans la journée, l'état de disponibilité mentale, il va pas être le même. Donc ça, c'est à prendre en compte. Heu, moi, là, on imagine que je suis sur un terrain de basket seul avec l'athlète, OK. et qu'il y a pas le coach. Je suis tout seul avec lui. Je vais d'abord lui faire un test qui s'appelle un PVT. PVT, c'est un test de vigilance. C'est-à-dire que ça va être, un exercice qui va durer 5 minutes de réactivité par rapport à un stimuli et en fonction du temps de réaction, qui doit être en dessous de 500 millisecondes, je vais pouvoir, pas connaître, mais ça va être un indice, heu, appréhender la charge mentale et la fatigue mentale dans laquelle l'athlète vient faire sa séance. Donc moi, j'ai son auto-évaluation à lui, donc petit questionnaire 0 à 10, un wellness classique, comment ça va, et cetera, nani nanana. Donc là, c'est lui ce qu'il ressent. Mais moi, je ne garde pas que lui ce qu'il ressent, je veux aussi des données. Donc là, c'est un test. Déjà par rapport à ça, ça va grandement euh, me faire adapter ma charge d'entraînement. Ces tests ce test PVT, pardon, il est connu, il est utilisé, il a beaucoup été utilisé dans la prévention routière, dans la sécurité routière, pour évaluer la fatigue et la somnolence au volant. Et en fonction d'un temps de réaction qui était trop élevé, ben, ça te disait d'aller prendre des pauses, et cetera. Donc, c'est un test qui est assez connu. Heu, ensuite, je vais prendre, bien sûr, quand est-ce qu'on est dans la semaine? Est-ce qu'on est veille de match? Est-ce qu'on est sur une off season? Est-ce qu'on est à un moment X, et cetera? Ça déjà, ça va me donner, est-ce que je suis sur, une charge progressive ou est-ce qu'il faut que je fasse, attention à ce que je vais faire? Le basketteur, je vais d'abord lui demander s'il veut faire une tâche technique liée à son sport. Donc là, c'est pas moi qui vais le coacher. Je vais pas lui apprendre à faire des paniers, je vais pas lui demander d'aller faire d'aller faire des appuis, et cetera, et cetera. On va dire, on fait un travail de 3 points classique. Donc là, j'ai mon premier atelier qui est le travail, «intégré» entre guillemets où, l'athlète est avec son ballon, il pratique son sport. Ensuite, moi, le deuxième atelier, je vais vouloir créer de la fatigue. Donc j'ai un ergomètre à disposition, on va prendre le watt bike parce que c'est mon préféré et là, je vais venir m faire, 5 minutes, on va prendre 5 minutes de watt bike à X intensité avec l'athlète pour générer de la fatigue. 2 solutions, soit le travail cognitif est intégré au watt bike, donc c'est-à-dire pendant qu'il pédale, il fait du travail, cognitif, soit le travail cognitif, c'est la troisième partie de mon atelier. Une fois que j'ai créé de la fatigue, on va passer sur du cognitif avec les tâches que je dois travailler avec l'athlète en fonction de son évaluation, de ses points forts, de ses points faibles, et cetera.
Et après, je vais pouvoir petit à petit créer de la difficulté supplémentaire. Par exemple, sur le travail technique, il va devoir tirer à un œil ou il va devoir faire un travail de convergence et puis après shooter. Ou il va devoir tourner sur lui-même, stimuler son système vestibulaire et shooter. Ou devoir faire 2-3 sprints en respirant uniquement par le nez et shooter, etc. Euh, on travaille pas mal sur la sensorialité. Et après, on peut passer sur le vélo. Mais sur le vélo, on va aussi peut-être ajouter une difficulté. C'est-à-dire qu'on va demander à l'athlète de suivre des watts, de se mettre un palier au niveau de watts. Allez, tu restes entre 160 et 190 watts, tout en faisant sa tâche cognitive. Et là, c'est plus compliqué. Et là, il y a souvent une corrélation entre l'échec sur la tâche cognitive, que moi, où j'ai ajouté de la difficulté, et sa capacité à maintenir la même fréquence au niveau des, euh, des watts. Et ainsi de suite, on peut voir certaines choses se dégrader sur les ateliers. Ça peut être un exemple de séance que peuvent faire les athlètes avec moi en entraînement qui s'appelle du BET, donc de l'entraînement d'endurance cérébrale, où ils vont avoir leurs 35 minutes de tâches cognitives. Et la variabilité, tu vois, on en parlait de la variabilité, mais elle va être sur sur le côté la basket pratique. Moi, j'amène de la variabilité avec, j'aime bien ce concept-là de l'entraînement par chaos, où je vais mettre du chaos dans son univers de basket. Et c'est là où on peut créer pas mal de petites choses, leur mettre du bruit supplémentaire, leur mettre des tapis à picots sous les pieds, les déstabiliser, amener des parasites, etc., pour amener un peu un côté chaotique dans leur entraînement. Mais jamais, au grand jamais, je vais partir sur, allez, maintenant, tu me fais, dans leur langage de basketteur, ça, ça, cet appui-là, tu reviens, reverse shoot, etc. Non, non, ça, c'est pas mon job. Ok, c'est hyper intéressant. Je pense que ça permet de mieux comprendre un peu comment tout ça fonctionne, comment Ça, ça c'est peut une séance s'intégrer directement. parmi tant Oui, d'autres, mais parmi tant c'est d'autres, un exemple, c'est bien ça. sûr. C'est euh, ouais, voilà. Mais ouais, mais ça permet ouais, de bien s'imaginer, Ouais. comme je disais. J'avais juste une question rapide. Du coup, pour faire un travail cognitif, tu parlais de tablettes. Est-ce qu'il y a d'autres outils pour travailler vraiment, je parle juste du cognitif. Et pour un sportif, par contre, pour des sportifs, est-ce que on peut utiliser d'autres matériels, entre guillemets, non technologiques? Ou il faut forcément des outils technologiques avec des tablettes ou des trucs connectés ou je sais pas quoi. Euh, la technologie va nous assurer une variabilité, une difficulté de la tâche qui est optimale. Après, en fait, pour l'athlète, déjà, avant s'il écoute ce podcast et de se dire: «Ah, je vais faire ça, je vais aller m'entraîner, là, je veux me faire une petite prog d'entraînement cognitif», je vais plutôt lui conseiller d'aller se faire évaluer et d'aller voir quelqu'un que les athlètes ne vont jamais voir, qui est l'orthoptiste. Ça, c'est le grand oublié des testings, l'orthoptiste, alors que il joue un rôle essentiel et c'est un maillon clé de la chaîne. Et avant de se lancer dans des exercices de prise d'information du système visuel, etc., allez vous faire évaluer. C'est ultra important parce que on va imaginer que les yeux, c'est entre 70 et 90% des informations. C'est le système visuel. Donc si déjà tes yeux, ils sont mal branchés, ben, toutes les informations que tu vas prendre, tu vas réussir à les prendre. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ça va te coûter 2 fois plus d'énergie que s'ils étaient bien branchés. Donc avant de te lancer dans un exercice cognitif où tu vas devoir bouger tes yeux, prendre de l'info, etc., créer de la charge, de la fatigue, nanani, nanana, va voir si tes yeux sont déjà bien branchés et si c'est OK que tu puisses t'engager sur ce genre d'exercice-là.
Et du coup, pour les praticiens, les coachs, avant de vous engager sur le côté cognitif, pour évaluer, bilanter vos athlètes, renseignez-vous ou amenez vos athlètes vers des orthoptistes ou vous renseignez-vous sur comment on vient de tester tous ces récepteurs sensoriels là. Et là, je vais peut-être faire de la pub, et c'est pas pour moi en plus, parce que je pense peut-être qu'il y a une communauté qui fait partie de STAPS, etc., qui écoute. Ce qui est très intéressant, c'est d'aller explorer l'univers de Labo RNP, Labo-RNP. Aujourd'hui, c'est eux qui maîtrisent le plus tout cet univers-là des récepteurs sensoriels. Ils ont une vision qui se base sur le système visuel, le système vestibulaire et la proprioception. Avant de vouloir entraîner, il faut savoir si on capte bien notre environnement. Et eux nous proposent des protocoles clés en main. Et eux sont vraiment sur un tripode qui est les réflexes archaïques, la neurologie fonctionnelle et la posturologie. Et ils font de la reprogrammation neuroposturale. Et ça, c'est pépite. Hein. En plus, ils ont une formation intro gratuite. Ça, c'est pépite. Donc, avant de donner un exercice clé en main, je préfère amener à apporter de la conscience et de se dire, bon, mais je vais essayer de me découvrir mieux, de savoir si tout est bien branché chez moi avant de me lancer dans ce genre d'exercice. Ok, c'est très intéressant. Je vais noter ce que tu viens de dire là, d'aller voir. Et du coup, pour répondre à la question initiale, est-ce qu'il y a d'autres types de matériel qu'on pourrait Tout, utiliser, mis à part les applications des tablettes? il y a plein de tests psychotechniques qui sont disponibles sur papier, qui amènent déjà qui sont des tâches. La tâche n'est pas obligée d'être numérique. Avec un stylo, on peut faire des exercices incroyables au niveau du système visuel, par exemple. Mais il faut savoir bien le maîtriser. Les applications mobiles aussi sont top parce que ça nous permet d'avoir comme une salle de musculation du cerveau, mais dans la poche. Pour moi, il y a 2 applications qui valent le coup. C'est Soma NPT. C'est l'appli, quand je parle d'appli dans tout le podcast, c'est celle-là que j'utilise. Et Rewire Fitness, qui est un peu plus abordable. Et après, tout ce qui va être des objets qui vont permettre de travailler tout ce qui est, j'ai plus le mot en français, la précision, l'équilibre, accuracy, balance et la coordination. Ça, c'est tout ce qui est un travail lié au cervelet. Et tout ça est intéressant de le travailler si on n'a pas de matériel. Par contre, c'est plus dur d'évaluer la charge. Quand tu lances une balle, c'est difficile d'évaluer. Bon, est-ce que ça, c'est une difficulté de 20%, de 80%, ce que je lui fais faire, je ne sais pas trop. Ça, c'est plus difficile. Par contre, sur tout ce qui est la coordination, le travail des hémisphères, le travail des chaînes croisées, explorer son répertoire gestuel, la motricité fine, etc. Ça, on peut y aller sans matériel, c'est très bien, très, 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 très bien. Ok, ça marche. J'ai une autre question un peu plus axée neurophysio, on va dire. J'espère que je vais perdre personne dans les auditeurs. Est-ce que tu pourrais expliquer globalement, assez généralement, quelles sont les adaptations au niveau du cerveau qui font qu'on progresse dans tout ce qui va être tâches cognitives? Je pense notamment aux connexions neuronales, mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui s'améliorent, on va dire, en termes de physiologie, en termes de neurophysiologie, et qui fait du coup qu'on progresse dans tout ce qui est tâches cognitives? Il y a le côté isolé, comme tu l'as dit, des connexions neuronales. On crée, comme j'ai dit, on crée un nouveau chemin. Plus on entretient là, plus ce chemin est rapide. Avant, il était sinueux. On a ce côté de la plasticité. Mais
c'est un tout, en fait. Là, on parlait de manière isolée, mais je pense que tu connais le côté intraconnecté du corps humain. Bien C'est un sûr. tout. Et en fait, en pensant qu'on va travailler de manière isolée, oui, certes, il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là précisément. Par exemple, si on fait tout ce qui est lié au cervelet, oui, on va stimuler cette zone-là. Mais en fait, ça va aussi avoir un lien avec l'émotionnel, euh, qui va avoir un lien, l'émotionnel, avec, qui peut avoir aussi un lien avec la posture, par exemple. Tout est extrêmement lié. Et c'est pour ça que certaines fois, et c'est intéressant que tu poses cette question, on va attendre un effet X, mais il y a autre chose qui va se passer alors qu'on ne l'attendait pas. Certaines fois, on a des effets positifs qui interviennent ailleurs alors qu'on a travaillé autre chose. C'est-à-dire que moi, moi, je suis parti pour améliorer ma réactivité. Je ne l'améliore pas. Pourtant, je fais de l'entraînement cognitif. Mais putain, je suis au niveau émotionnel, franchement, je me sens bien depuis un mois, très bien, j'ai même perdu du poids, et cetera. Est-ce que c'est vraiment grâce à ça? On ne sait pas, mais il y a des corrélations parce que tout est lié, tout est imbriqué. Et c'est plutôt le fait de on avait tendance à l'oublier, ce type d'entraînement-là, et on doit le faire maintenant, alors que normalement, on ne devrait pas le faire. Heu et donc entraînons-nous de manière globalisée en ne mettant rien de côté, et on maximisera toujours un effet si, tous les leviers de la performance, l'hygiène de vie, la récupération, le sommeil, et cetera, sont optimum, et même, se lancer dans de l'entraînement cognitif attentionnel qui peut être, difficile, sans que tous ces aspects-là ne soient pas bien maîtrisés, c'est vraiment pas optimal, quoi. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Tu as un peu répondu à ta question en me la posant. Ouais, 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 j'ai parlé des connexions, mais du coup, ouais, mais t'as précisé du coup que c'était pas quelque chose de manière isolée, que finalement tout était lié. Tout est lié, et Et du puis coup, pour ceux t'as que précisé. Donc. ça intéresse, vous pouvez aller chercher sur internet, brain connection, connexion cérébrale, je sais pas oui, mettre comme ça, vous allez avoir des imageries, donc de l'activité cérébrale avec de nouvelles connexions qui se forment. C'est hyper intéressant, ça fait comme un ballet, c'est très artistique, et c'est des nouvelles connexions qui se forment, au niveau de cette connexion neuronale, et on peut le voir, et on peut le mesurer aussi. Ouais, ok, bah j'invite du coup les auditeurs à aller voir si ça les intéresse. Est-ce qu'il y a un âge pour pratiquer l'entraînement neurocognitif? Est-ce que tu le conseilles à partir d'un certain âge? Est-ce qu'il y aurait un intérêt à le faire chez les enfants qui sont en cours de développement, de croissance, en termes de maturation, peut-être chez les ados? Hem, Chez les ados, on peut commencer. En fait, il y a plutôt des choses à ne pas faire, avant, pour pouvoir ne pas avoir à faire, entre guillemets, «l'entraînement cognitif». Ouais, Ça va être plutôt des règles, d'usage à faire attention aux enfants, et des choses, à faire pour que, ils aient de bonnes capacités, attentionnelles, pour, devoir «retarder», entre guillemets, le fait d'aller faire cet entraînement-là. Parce que tout le monde ne va pas rechercher de l'entraînement cognitif pour optimiser, quelque chose à un pourcentage parce qu'ils doivent être champions du monde. Par contre, moi, ce que je préfère, c'est que, les parents, laissent leur enfant, s'émouvoir dans le monde extérieur, marcher pieds nus, être en connexion avec la nature, jouer avec des balles, jouer avec des textures, de formes, de masses différentes, explorer, comme j'ai dit, le répertoire gestuel, danser, bouger, sauter. Ça va être le meilleur, entraînement avant de faire des choses que moi je vais pouvoir faire. Ça, c'est clair. Par contre, après, ça dépend beaucoup du contexte et de la personne, mais ça m'est déjà arrivé, oui, de faire ce type d'entraînement-là avec, quelqu'un qui a 15-16 ans, hein. ah ouais, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il vaut mieux les laisser, comme tu as dit, faire un maximum d'activités. Et ça me fait penser à un podcast que j'avais écouté
le podcast s'appelle Secret d'entraîneur, très bon podcast au passage, euh, avec Sébastien Rattel, du coup, qui est je sais pas si tu connais, qui est un Mm. spécialiste là, de la préparation physique chez les enfants et qui, justement, qui mettait en avant l'importance et les bénéfices de ne pas hyper spécialiser un enfant très Mm. tôt, mais justement de le laisser jouer à plein de sports, dans la nature, tout ça, Ouais, pour ouais, totalement. développer les qualités motrices. Et c'est vrai que du coup, c'est intimement lié à tout ce qui va être neurocognitif, et je pense que c'est un truc important à mettre en place Exactement. chez les enfants, Et les laisser faire tout ça, quoi. c'est le côté que j'essaye de vraiment développer aussi le, mon discours que j'ai envie de porter, c'est que oui, j'utilise de la technologie, j'aime ça, j'aime l'innovation. Par contre, j'aime être aussi très connecté avec mon environnement, la nature. Et je pense que les deux peuvent vivre ensemble. Et c'est ce que j'essaye de, de, de dire aussi aujourd'hui. C'est le discours que j'essaye de tenir. On n'est pas obligé d'être radical. Oui, on peut s'entraîner via de la technologie, mais par contre, il y a des choses qu'il faut faire aussi à côté. Tu peux aller faire de l'entraînement cognitif avec de la tech, mais après, une fois que tu es sorti, va marcher pieds nus peut-être dans la forêt, va te balader en nature, mange des aliments un peu plus bruts, coupe les écrans à cette heure-là, mets des lunettes anti lumière bleue, des choses comme ça. Plein de petits hacks qui vont te rapprocher aussi de la nature pour pouvoir, quand tu utilises la technologie, ben, que ça soit productif, que ça soit un moment où tu en tires les qualités. Ouais, bien sûr. Et, j'ai une dernière question pour toi qui va peut-être conclure le podcast. Est-ce que tu aurais une expérience à nous partager, une expérience que tu aurais pu vivre avec un athlète que tu as entraîné par exemple, ou quelque chose sur toi, je sais pas, quelque chose ou quelque chose de positif en est sorti? C'est marrant, cette question, elle fait toujours réfléchir, mais j'aime bien les partages d'expériences, donc je la pose souvent en fin Quel d'épisode. Quelque chose de positif en est ressorti. Ou une expérience tout simplement, une expérience enrichissante. Je vais essayer de rester dans la dans la thématique. Heu, Après, même si c'est lié à autre chose, et que tu vois que ça peut être pertinent, vas-y, hein. Faut pas forcément que ça soit axé. alors, beh, beh, je sais de quoi je vais parler. Je suis en train de et ne crois pas que je fais de l'auto-promo. En fait, je suis en train d'écrire une formation sur, ce qu'on appelle, l'activation. Donc l'activation en préparation mentale, c'est, un processus qui va arriver à un conditionnement pour arriver, à un état recherché. Donc l'état recherché, ça peut être soit, un côté très focus ou soit un côté énergisant ou soit même de l'excitation avant un événement. Donc aujourd'hui, l'activation, chez les athlètes, chez monsieur et madame tout le monde, c'est très présent parce qu'on a soit des activateurs qui vont être, matériels, soit des activateurs qui vont être immatériels. Les activateurs matériels, on peut avoir, les boissons énergisantes, on peut avoir, des boissons énergisantes naturelles comme le café, on a tout ce qui est pré-workout et cetera et c'est de plus en plus présent, surtout dans le monde du fitness. Heu, je sais que peut-être les personnes qui écoutent ont tous déjà au moins testé un pré-workout, un booster ou au moins avant leur séance, ils disent: «Bon, mais il faut mon café pour m'activer» et heu et moi, le côté positif que j'ai trouvé à tout ça, c'est que, j'étais un gros consommateur. Bon, moi, je suis un peu un druide, hein. Tu viens chez moi, il y a des poudres, des mixtures, des potions, je teste plein de choses. Mais je voulais être capable de retrouver cet état, pas forcément excitant, mais d'être très connecté
d'avoir une très bonne acuité et d'être, très dans l'instant présent, prêt et être préparé à l'action, très focus, qu'on peut retrouver quand on prend certains boosters, mais de manière naturelle. Et donc je suis allé explorer, énormément de choses et finalement je suis extrêmement heureux d'avoir trouvé une méthode qui est ultra intéressante, qui, en fait, fait appel à la sensorialité, qui va faire appel à nous-mêmes, en fait, qui permet
J'espère que cet épisode vous a